voyez bien que sur ce foncier, il y a lieu d'essayer de réorganiser, de clarifier les questions de propriété de parcelles. Nous savons tous que l'AFPA est dans ses activités historiques. Je ne sais pas où est l'effet Larsen, mais il est pénible. Nous savons tous que l'AFPA, dans ses activités historiques, réorganise son organisation autour du village des solutions, sur des fonciers moins importants que ceux qui étaient auparavant nécessaires à son activité. Et l'imbrication, vous le voyez, à cheval entre des propriétés ville et AFPA, et en plus à cheval aussi sur deux communes, Bourg-en-Bresse et Péronat, puisque sur un autre tènement, il est partagé entre la ville de Bourg et la ville de Péronat, et donne lieu d'ailleurs à une opération d'acquisition sur un tènement ne sera plus utilisé par l'AFPA, par Rambourg Agglomération. Donc on voit bien qu'il y a intérêt à essayer de clarifier les choses et de revenir à des fonciers qui soient plus clairs. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie et je remercie Claudie et le service du travail qui est mené pour faire tous ces échanges fonciers et ces négociations. Je vais maintenant passer la parole à Thierry Doche pour le débat d'orientation budgétaire et je ferai quelques observations à l'issue de sa présentation. Une simple, vous le savez tous, le projet de loi de finances tel qu'il a été présenté et qui existe toujours d'ailleurs à ce jour, même s'il est aujourd'hui très probable qu'il ne soit pas voté avant la fin de l'année, a des impacts très lourds sur la ville de Bourg-en-Bresse, comme sur Grand-Bourg Agglomération et sur le département de l'Ain par ailleurs, avec une concentration extrêmement forte des ponctions demandées aux collectivités territoriales dans le cadre de ce budget. Et c'est donc dans ce cadre que le travail a été mené, c'est-à-dire de voir quelles étaient les conséquences de ces ponctions successives et, on va dire, cumulatives sur le budget de la ville. Et c'est en ce sens que le travail de débat d'orientation budgétaire a été préparé. Je vais passer la parole à Thierry pour la présentation de ce document et de ce document d'orientation. Merci, Monsieur le maire. Donc un débat d'orientation budgétaire dans un contexte, comme vous le disiez, Monsieur le maire, où finalement on connaît tous le contexte, mais on n'en sait pas grand-chose. Alors, tout d'abord, rappeler peut-être voilà, ce qu'est un débat d'orientation budgétaire pour bien resituer l'objet de ce débat. Nous allons vous informer sur la situation financière et discuter des orientations budgétaires de la collectivité. Dans un cadre légal, ce débat doit être tenu dans un délai de 10 semaines précédant le vote du budget primitif, qui, nous concernant, aura lieu tout début février. Il ne donne bien évidemment pas lieu à une approbation, mais une délibération permet de prendre acte que le débat a bien eu lieu. Si on peut continuer. Et merci. Alors, un contexte politique de redressement des comptes publics oblige à prendre des mesures de bonne gestion et de responsabilité en 2025. Même si en préambule, nous pouvons dire que nous ne connaissons peut-être pas grand-chose de ce qui nous attend au niveau de nos recettes, au moins sur la partie État, il est du devoir d'une collectivité comme la nôtre de prendre ses responsabilités et d'envisager la suite afin que le service aux Burgiens puisse continuer à être rendu dans des conditions optimales. Alors, suite à la censure du gouvernement, je le rappelle, le projet de loi de finances pour 2025, tel que présenté en octobre, ne sera probablement pas voté d'ici la fin de l'année. Par conséquent, le budget sera, vous le savez tous, appliqué par 12e, puisque c'est la Constitution qui le prévoit, dans un contexte bien évidemment inédit de forte incertitude. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que les collectivités territoriales seront amenées à participer au redressement des comptes publics. Tout le monde connaît l'ampleur déclarée de 50 milliards à trouver, ou qui serait à trouver cette année. Le ruissellement tant attendu n'ayant jamais eu lieu, ou en tout cas ayant eu lieu plutôt vers le haut. Quelles que soient les modalités exactes, il est prudent pour nous d'anticiper
une contribution imposée aux collectivités, et nous sommes basés là-dessus, de la même ampleur que celle prévue dans le premier PLF. Et peut-être que le maire vous le rappellera tout à l'heure, mais il sera peut-être plus simple de desserrer les taux si le budget voté ne l'était pas dans les strictes prévisions du PLF, que de faire le contraire. Il est dans notre devoir, afin de maintenir, et c'est ce que nous avons toujours fait, des finances saines, d'avoir une prévision budgétaire dans le cadre du PLF tel que nous connaissions. La ville doit donc prendre des mesures de bonne... Hop, vous m'avez volé la dernière phrase, mais ce n'est pas grave. La ville doit donc prendre des mesures de bonne gestion et de responsabilité sans attendre le vote de la loi des finances pour 2025. Le contexte politique, et ça va être le déroulement du diaporama, évaluer les impacts probables du PLF en 2025, comprendre les effets directs sur les décisions, des décisions de l'État sur la ville, et pour nous, et je le redis, agir en responsabilité avec un budget de prudence en l'absence de loi des finances pour 2025. Grâce à ces mesures, la commune pourra poursuivre sa politique au quotidien pour bâtir Bourg 2030, mais aussi avec pour objectif de maintenir l'ensemble des services aux Burgiens, et je reviendrai dessus tout à l'heure. Dans le détail, bien sûr, le détail sera décrit dans le budget primitif. Il n'est pas ici question, en débat d'orientation budgétaire, de donner un détail des mesures qui seront prises, mais bien des perspectives, en tout cas de l'ensemble des critères qui vont nous permettre de construire le budget 2025. Alors, un rappel, ou en tout cas une information peut-être pour certains, de ce que prévoyait le PLF 2025. En fonctionnement, une ponction appelée dite fonds de réserve de 1 395 000 €, un gel de la dotation globale de fonctionnement, la suppression du fonds de compensation de la TVA, une augmentation de 4 points de la CNRACL, entièrement, c'est la cotisation de retraite des fonctionnaires des collectivités territoriales, entièrement prise sur les employeurs, cette augmentation, la suppression de fonds de soutien aux activités périscolaires, qui était déjà prévue en 2024, mais qui sera bien effective à qui avait été repoussée d'une année, mais qui sera bien effective à 289 000 € en moins. Et je l'annonce tout de suite, ça fait partie de nos objectifs, un maintien total des activités périscolaires dans le cadre de la semaine des 4 jours et demi. Ce qui nous fait un total en fonctionnement, excusez du peu, de 2 346 000 €. C'est l'impact potentiel prévu par le PLF. Au niveau du fonctionnement, réduction du fonds vert, alors que l'on sait qu'il faut... Pardon, en investissement, oui, en investissement. Réduction du fonds vert pour 1 million, alors qu'on sait que c'est les collectivités territoriales qui déploient l'ensemble des mesures de transition écologique, notamment au niveau de l'ensemble de ces bâtiments, et également une réduction du fonds de compensation de la TVA pour 230 000 €. C'est un impact sur le budget potentiellement autour de 3,5 millions, annoncé, une coupure brute, bien évidemment, que nous devons de prendre en compte dans la construction du budget. Si on peut continuer. Alors, ce graphique, simplement pour vous montrer le contexte politique dans lequel on se trouve. La partie bleue, c'est l'endettement fait par l'État, hein, c'est la partie bleue, et la partie en violet en dessous, c'est la dette due aux collectivités territoriales. Alors qu'on a trop entendu par moments que les collectivités territoriales auraient précipité la dette au niveau de l'État, on voit que celle-ci est restée complètement stable au fur et à mesure des années et qu'elle représente un pourcentage très très faible. Les mesures prises auront, elles, un effet délétère sur les investissements locaux, et je le disais déjà tout à l'heure, plus de 65% de l'investissement public civil qui devrait être multiplié par 2 si nous voulions atteindre les objectifs de la stratégie climat nationale. Donc une double contrainte et des effets pervers à venir. Le contexte politique et de redressement des comptes publics oblige à prendre des mesures de bonne gestion, ça je l'ai dit, qui compromettraient lourdement la trajectoire financière de la ville si nous ne faisions rien. Alors, un autre rappel, un coup de rabot sur les recettes
qui fait suite à un choc en dépenses depuis 2021. Simplement rappeler que depuis 2021, le gaz et l'électricité ont augmenté de 1,8 million d'euros, les denrées alimentaires de 20% en 2023, la masse salariale à effectif constant de 6 millions d'euros, notamment à toute une série de mesures, alors certes nécessaires de rattrapage du pouvoir d'achat, mais qui pèsent quand même très très lourdement sur les finances des collectivités territoriales, avec la revalorisation du point d'indice, la hausse du SMIC, le recalibrage de certaines carrières et la prime précarité et Ségur. Et nous parlerons tout à l'heure des nouvelles mesures qui seront à prendre. Les mesures mises en place avaient permis de maintenir la trajectoire financière, et nous pouvions dire que nous avions une trajectoire financière qui était saine, avec un plan de sobriété énergétique, un plan d'économie en fonctionnement, et je reviendrai encore tout à l'heure dessus, qui était de 300 000 euros hors alimentation et énergie entre 2022 et 2023. Il faut comparer ces moins 300 000 euros à l'augmentation, si nous n'avions pas été à isobudget avec une inflation 2022-2023 importante, si nous avions simplement appliqué l'inflation, ce qui avait été une interrogation ici déjà posée, nous aurions une augmentation de plus de 400 000 euros. La différentielle. Et donc les économies faites en fonctionnement hors énergie, je le répète, et hors alimentation sont donc très importantes et font partie, je dirais, du socle du travail que nous faisons tous les jours avec les services, tous les jours avec les collègues élus, afin de maintenir complètement et de contenir notre fonctionnement. Une année 2024, donc là, qui était marquée par le recul de l'inflation, qui laissait présager un retour à la normale en 2025, si le PLF et en tout cas les décisions de l'État ne venaient obérer grandement cette année 2025, après un mandat, je dirais, fait d'une succession de nouvelles très difficiles. Donc un contexte qui compromet très lourdement l'autofinancement brut, alors qu'il aurait dû s'améliorer, et un autofinancement net qui sera par voie de conséquence fortement dégradé. Et là, j'insiste sur le fait que pour l'instant, nous sommes sur des prévisions 2025. Nous ne savons pas dans quelles conditions 2026, 2027 et les années suivantes seront faites au niveau des recettes des collectivités. Les décisions que nous envisageons pour maintenir une trajectoire soutenable dans ce contexte, en fonctionnement, toujours le maintien de l'isobudget sur les dépenses de fonctionnement courant de la collectivité. Or, bien sûr, toujours énergie, qui là aurait tendance plutôt à décroître, et d'économie sur l'ensemble des fluides. Nous sanctuarisons donc l'ensemble de nos budgets, et je parlerai par exemple du budget des subventions aux clubs et aux associations, qui sont maintenues à l'euro près à ce qu'elles étaient les années précédentes. Donc pas de coup de rabot de ce côté-là, mais simplement un maintien. C'est déjà un effort considérable qui est fait. Une attention plus spéciale portée sur la masse salariale, avec la hausse de 3 points de la CNRACL, ce qui représente 480 000 euros pour la ville. Nous aurons cette année, nous ne renouvellerons pas la prime pouvoir d'achat qui avait été versée en 2024, le maintien du protocole signé avec les organisations syndicales, plus de 270 000 euros. Et par contre, l'effet, ce que l'on appelle Noria, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de départs à la retraite, des mutations qui se font aussi de plus en plus nombreuses, avec l'arrivée de fonctionnaires territoriaux plus jeunes, fait que la masse salariale, par cet effet, cumulée à des quelques mesures ponctuelles sur les postes non pourvus, doivent nous permettre de contenir, enfin c'est l'objectif que nous allons nous fixer sur ce budget, de contenir complètement la masse salariale qui elle-même, par effet des décisions prises, aurait pu augmenter. Mais les conséquences, sur une fin de mandat, en tout cas sur cette année, nous avions prévu de terminer l'ensemble des projets qui sont lancés. Bien évidemment, ceux-là en investissement ne pourront pas être touchés, mais aussi de pouvoir envisager un certain nombre d'autres investissements dans des conditions, si les conditions avaient été normales. C'est donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'envisager, alors que le niveau d'investissement était prévu entre 23 et 24 millions, bien supérieur à 2024,
avec de nombreux projets structurants, une réduction de l'investissement de 5 millions d'euros, qui seront bien évidemment bien plus détaillés au budget primitif, puisque tout ça, ce sont des épures de travail afin de monter le budget pour le mois de février. En conclusion, donc, c'est peut-être répéter ce que j'ai dit, mais peut-être pour encore le préciser, maintenir un niveau de service aux habitants qui soit celui auquel ils sont habitués. Les subventions aux associations seront maintenues. Le maintien du niveau de la restauration scolaire. Je vous rappelle que c'est pratiquement un enfant sur deux à Bourg qui mange pour moins de 1 euro par jour, par repas. Le maintien de l'accueil périscolaire et des centres de loisirs. Un dispositif aussi important avec l'accueil, je dirais, qu'on pourrait dire inconditionnel, puisqu'il n'y a aucune limite. On accueille tout le monde, on travaille avec des tarifs qui sont les plus bas possibles. Une tarification sociale de la petite enfance. Et j'ajouterais un dispositif innovant auquel nous avons adhéré, le dispositif territoire zéro non-recours, et je pourrais le caractériser simplement par le aller vers des populations qui ne vont pas chercher l'ensemble des droits auxquels ils pourraient recourir. La prime d'activité en est une. Pour le citer, on cite souvent uniquement le RSA, mais la prime d'activité et d'autres primes, je parle sous l'autorité de Nadia, là, qui est dans sa délégation. La prime d'activité est souvent complètement méconnue, des apprentis, des jeunes qui ne travaillent pas. Donc nous avons des jeunes qui travaillent, mais qui ne savent pas, notamment tous ceux qui travaillent autour du SMIC, qu'ils ont droit à la prime d'activité et qui est loin d'être négligeable et qui permet de passer un cap. Voici les grandes lignes dans lesquelles nous allons travailler avec le maintien des services aux Burgiens, tout en continuant à investir, notamment dans la transition écologique, avec un certain nombre de projets que vous connaissez tous qui sont en route, et la renaturation de l'allée Le Châle, l'ouverture du parc de la Madeleine, la requalification du pont des Chèvres, la réhabilitation de Notre-Dame qui va démarrer sous peu, la rénovation énergétique des écoles d'Audet et Pelou, ce qui va nous permettre en fin de mandat d'avoir bouclé et d'avoir la rénovation énergétique de l'ensemble de nos écoles, sauf une, si je ne me trompe pas, d'avoir débitumisé aussi, même si le terme n'est pas exceptionnel, 1,5 hectare si on cumule sur l'ensemble des cours d'école. La végétalisation des cours d'école, bien sûr, et la piste directionnelle qui va clore le nombre de pistes du mandat du boulevard Charles de Gaulle. Voilà dresser les grandes lignes et les différents paramètres qui vont nous permettre de monter un budget. Et voilà, je redonne la parole à Monsieur le maire pour lancer ce qui est notre débat d'orientation budgétaire. Merci Thierry. Merci donc à toi, merci à notre directeur des finances et au service des finances, mais aussi sous l'autorité de notre directeur général des services, Patrick Bourrasso, du travail de l'ensemble des services et des adjoints. Nous sommes pour la préparation de ce débat d'orientation budgétaire dans un contexte différent de celui que nous avions imaginé il y a quelques mois seulement. Nous sommes nous sommes rentrés avec la présentation du projet de loi de finances dans un exercice extraordinairement complexe à cause d'une ponction excessive parce que très mal répartie et très injustement répartie entre les collectivités territoriales. Quelles que soient l'appréciation que chacun d'entre nous peut avoir sur les raisons du dérapage budgétaire des comptes de la nation. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça n'est pas, et d'ailleurs les chiffres le disent, un dérapage ou une augmentation des dépenses, mais une diminution des recettes.
qui est à l'origine de ce déficit, par notamment des suppressions irresponsables que j'avais dénoncées à l'époque, comme beaucoup d'élus locaux de droite et de gauche, la suppression de la taxe d'habitation, qui génère 23 milliards de déficit supplémentaires tous les ans, puisque nous sommes compensés à cette hauteur-là, et qu'évidemment l'État n'a pas récupéré des impôts à hauteur de ce montant. Mais quelle que soit finalement l'appréciation que l'on a sur les causes, le fait est qu'aujourd'hui, nous le voyons bien, nous sommes dans la seringue. Et il faudra, dans les années à venir, que des décisions soient prises avec un cap pour, j'allais dire, maîtriser l'évolution de cette dette de la nation, à laquelle les collectivités territoriales contribuent de manière extrêmement modeste, puisque depuis 40 ans, la part des collectivités territoriales dans leur ensemble, dans l'augmentation de la dette, de l'endettement, est de 8%. C'était 8% dans les années 80, 8% dans les années 90, 8% dans les années 2000, et c'est toujours aujourd'hui 8%. Et nous le savons tous, ce pourquoi nous empruntons, c'est pour financer une partie des investissements, et ce, quelles que soient les collectivités territoriales. Est-ce que pour autant les collectivités peuvent vivre dans un monde dans lequel il n'y aurait aucun impact sur leurs finances lorsque l'évolution, la mauvaise gestion nationale, notamment ces dernières années, aboutit à la situation budgétaire du pays? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il était inévitable et quelque part il est compréhensible que les collectivités soient un peu concernées. Un peu, à hauteur de ce que nous pouvons représenter, voire un peu plus dans la dette. Mais que ce qui a été présenté en loi de finances est finalement excessif, et il est d'autant plus excessif qu'il est extrêmement injuste. Puisque la ponction, notamment, c'est une première qui est envisagée sur les recettes de fonctionnement des collectivités. Ça consiste à ce que tous les mois, on vienne prendre jusqu'à 2% des recettes de fonctionnement, non pas de toutes les collectivités territoriales, mais de celles qui sont réputées être les plus grosses, et donc riches. On a eu quelque part, je l'ai dit en conférence de presse nationale à l'AMF, on fait payer les très riches, le CAC 40 et les grosses collectivités. Cherchez l'erreur. Nous ne sommes, grosses collectivités, juste par la taille du budget, ni les milliardaires, ni le CAC 40 des collectivités territoriales. Ça n'est pas parce que nous avons un budget plus important que d'autres que nous sommes plus riches que d'autres. Il y a des collectivités plus petites et dans une situation extrêmement prospère. Il y en a aussi d'autres qui sont petites et aussi en situation complexe. Cette ponction est tellement mal répartie qu'elle devient absolument insupportable, et c'est ce que vous voyez dans le budget primitif 2025. Dans notre département, je rappelle que seules 3 collectivités sont potentiellement impactées par cette ponction, et nous sommes évidemment impactés comme les autres pour toutes les autres mesures. Eh bien, c'est le département de l'Ain lui-même, c'est Grand-Bourg-Agglomération et la ville de Bourg-en-Bresse. Des collectivités aussi, je dirais, importantes quand même, et qui peuvent avoir des ressources significatives que d'autres communautés d'agglomération ou grosses communautés de communes dans le département. Je vais citer personne pour ne pas être déplaisant, parce que ce n'est pas le but, ne sont pas concernés. Mais ça veut dire que pour nous, la ponction, elle est extrêmement forte. Extrêmement forte. Et elle est trop forte. Et elle se traduit par le cumul de ce que nous voyons ici, qui nous oblige à faire à tenir compte de cette situation. Parce que se passe-t-il lorsque l'on perd à peu près 3,5 millions d'euros en 2025 sur le budget de la ville, entre l'investissement, qui étaient les sommes que nous avions tous les ans, donc qui s'impactent quand même, et le fonctionnement. Il se passe que, comme personne n'imagine... Non, je ne pense pas. Non, je pense pas. Si tu peux bien. Le tien marchait. Voilà. Le tien n'avait pas d'effet Larsen. Larsen, ça doit être moi. Mais je ne comprends pas à quel titre. On va le rééteindre. Je vais le reprendre ici. Voilà. Alors, peut-être que je vais mettre un peu plus près et ça sera mieux. Voilà. Que se passe-t-il si nous continuons ainsi?
comme il est. Non, non, mais ça va aller, Isabelle. Je pense qu'il y a une question de distance. Que se passe-t-il si nous continuons ainsi? Si nous étions certains que finalement 2025 serait une très mauvaise année, mais qu'après, en 2026-27, eh bien, nous avions toutes les raisons de penser que nous reviendrions globalement à l'étiage de 2024. Nous pourrions, probablement, parce que nous avons une situation financière saine, limiter nos efforts à ce qui est nécessaire pour ne pas dégrader nos comptes, mais compter sur des lendemains immédiats, 2026-2027, plus favorables. Aujourd'hui, est-il plausible qu'il n'y ait pas d'efforts en 2026 et en 2027? Non, ça n'est pas plausible. Parce que d'abord, certaines des mesures qui ont été annoncées, notamment l'augmentation de la cotisation employeur à la CNRACL, sont déjà prévues sur 3, voire étalées probablement sur 4 ans. On risque d'avoir plutôt 3 points 4 années de suite, plutôt que 4 points 3 années de suite. Non, parce que y a-t-il des raisons qui laissent à penser que l'État, avec un grand E, quel que soit le gouvernement qui sera aux affaires, décidera d'exempter les collectivités territoriales de toute mesure. Puis je le dis aussi, si on demande des économies à l'État, il y a des impacts sur les collectivités territoriales, mécaniquement. Et donc, il faut nous préparer non pas à une mauvaise année, très mauvaise année, et puis ensuite un retour mais qui serait ponctuel, mais plutôt à 2 à 3 années. Moi, je ne sais pas lire dans la boule de cristal, et encore moins après 2027, que pendant 3 années, nos prévisions de recettes vont être différentes de celles sur lesquelles nous avons bâti nos prospectives. Et que se passe-t-il si on ne change rien? Si on ne change rien, nous allons mettre la collectivité dans le rouge. Et cela ne se passera pas. Je l'ai toujours indiqué. Nous sommes comme si on était aujourd'hui sur une route où il y a, je dirais, le GPS nous dit qu'il y a un virage modéré, puis un deuxième virage, et puis qu'on est tamponné par derrière juste avant l'arrivée du virage. Si on freine brutalement, on risque d'aller dans le décor. Si on ne fait rien, on est sûr d'y aller. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est la proposition de ce débat d'orientation budgétaire. C'est, dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, c'est bâtir un budget qui s'appuie sur deux types de mesures et qui donc exclut aussi 2 types de mesures. La première mesure, c'est qu'il serait complètement inacceptable et totalement injuste de faire supporter aux contribuables de Bourg-en-Bresse le choix de l'État de venir ponctionner la ville de Bourg-en-Bresse, seule commune dans le département de l'Ain qui est concernée par la ponction à ce niveau-là. Donc il n'y aura ni en 2025 ni en 2026, comme je m'étais engagé l'année dernière, d'évolution de la pression fiscale. Deuxième élément, il n'est pas possible dans la situation actuelle dans laquelle les services publics sont ce qui permet au socle de la nation de continuer de se tenir. À un moment où les services publics portés par l'État sont, à tort ou à raison, pointés du doigt et vus comme défaillants, partiellement, parce qu'asséchés. Je pense celui de la santé, par exemple, qui est aujourd'hui asséché. Il ne serait pas non plus acceptable pour nous de réduire le service public rendu à nos concitoyens, en particulier sur la petite enfance, en particulier sur le périscolaire, en particulier sur la restauration scolaire. Et il n'y aura donc pas de réduction de ce service public. Il n'y aura donc pas non plus d'augmentation tarifaire au-delà de l'inflation, comme nous le faisons tous les ans, sur les tarifs de nos services publics. À partir de là, il y a 2 types de mesures qui sont dans le débat d'orientation budgétaire et que nous retrouvons au budget. Mais vous excuserez le fait que cette année, le débat d'orientation budgétaire soit un peu moins précis que les autres années. Habituellement, on est un peu plus avancé sur la nature précise des mesures qui peuvent être prises. Là, il faudra attendre le débat budgétaire du mois de février pour venir compléter notre analyse. D'abord, comme l'a dit Thierry, il s'agit de maintenir nos budgets, mais même si avec une ponction telle qu'elle est constatée, avec les évolutions inévitables, la CNRACL, le GVT pour nos agents, même sans mesure nationale sur le pouvoir d'achat, naturellement, il y aura des évolutions. Les autres budgets ne bougeront pas.
nous allons, de manière ponctuelle, de manière précise, sans affecter les subventions aux associations, eh bien, réduire encore nos dépenses. Je rappelle juste que l'exercice, nous l'avons déjà fait plusieurs fois. On l'a fait une fois entre 2014 et 2017 de manière significative. Et nous l'avons fait ensuite lors des épisodes depuis 2020 qui ont amené aussi à des mesures d'économie. Et puis, parce que ça ne sera pas suffisant, eh bien, il faut ralentir la machine de l'investissement. Croyez bien que c'est quelque chose que nous ne faisons pas de gaieté de cœur. Parce que l'investissement, c'est l'investissement dans la part de la ville dans la transition écologique. C'est la part de la ville dans la rénovation thermique de nos bâtiments, dans les alternatives, les aménagements d'alternatives à l'usage de la voiture, donc le partage du domaine public. Ce sont aussi les investissements de renouvellement des matériels, d'entretien des bâtiments. Et vous le voyez bien, comme l'a dit Thierry, l'évolution, c'est que l'année prochaine, 2025, dernière année pleine du mandat, de manière mécanique, un certain nombre de projets sortent, et c'est donc traditionnellement l'année la plus élevée. Donc nous aurions dû l'année prochaine être aux environs de 23 millions d'euros au moins. Eh bien, nous allons faire en sorte de nous rapprocher des 18 millions d'euros d'investissement. En faisant quoi? Eh bien, en décidant que des projets qui ne sont pas engagés aujourd'hui, que nous pensions engager l'année prochaine, eh bien, ne le seront probablement pas. Voilà. On ne pourra pas maintenir tout ce qu'on avait prévu de faire, parce que tout simplement, si on continue à faire tout ce que nous avions envie de faire, prévu de faire, parce que avec la ponction, eh bien, nous allons, je dirais, mettre la ville sur une pente qui l'amène dans le rouge. Et il est hors de question que la ville aille sur une pente qui l'amène dans le rouge. Et c'est la raison pour laquelle nous allons effectivement, et nous en donnerons la liste au moment du budget, décider que tel ou tel aménagement qui pouvait être lancé l'année prochaine ne le sera pas en 2025, que tel ou tel projet qui pouvait être réalisé en 2025 mais qui n'est pas engagé aujourd'hui, eh bien, ne le sera pas non plus. Et j'expliquerai à ceux qui attendent ces projets les raisons qui font que eh bien, nous devons décaler pour ne pas nous mettre en situation de surchauffe. Parce que la surchauffe en matière budgétaire, il y a une assurance à la fin, c'est que si on fait comme si rien ne se passait, qu'on continue comme avant, eh bien, on est absolument sûr que le déséquilibre sera là. Et donc, sur les 2 années qui viennent, eh bien, nous allons faire en sorte de maintenir la voiture sur la route, de décélérer et eh bien, de passer ce cap extrêmement dur, injuste, mais extrêmement puissant qui nous est imposé. Dernier élément, est-ce que l'évolution politique depuis la semaine dernière change la donne? Dans l'immédiat, elle ne la change pas. Elle ne la change pas parce que le projet de loi de finances existe toujours. Elle ne la change pas non plus parce que c'est celui avec lequel nous avons travaillé. Et je veux vous dire que toutes les villes du réseau de France urbaine ou de Villes de France, que villes et communautés d'agglomération, eh bien, font la même analyse. Nous prenons ces hypothèses qui sont, nous l'espérons, les plus défavorables de celles que l'on peut imaginer. Et puis si la loi de finances qui est votée probablement en février ou quelque chose comme ça s'avérait un peu moins dure, vous admettrez qu'il ne sera pas extrêmement difficile de desserrer légèrement la contrainte. Voilà. Donc nous verrons, lorsque la loi de finances sera votée, si elle modifie les équilibres, si elle nous permet quelques assouplissements des efforts d'économie. Quoi qu'il en soit, il est quand même assez peu probable qu'elle modifie la donne au point que les efforts proposés soient devenus inutiles. Et nous faisons effectivement un pari, c'est que la configuration politique du mois de janvier-février, eh bien, ne nous amènera pas à une situation pire sur le plan des impacts pour la collectivité, j'entends,
que celle que nous avons connue avec la loi de finances, malgré les modifications qui avaient été annoncées par le précédent Premier ministre, mais qui ne sont pas aujourd'hui modifiées dans la loi de finances avant vote. Voilà, chers collègues, la corde sur laquelle nous sommes et l'adaptation que nous devons faire pour être certains de garder la maîtrise de notre trajectoire, pour être certains de ne pas dégrader les finances de la ville, pour être certains également de pouvoir passer le cap 25, 26 aussi, et donc sans avoir, tout en ayant fait l'essentiel de ce que nous souhaitons faire, mais sans pouvoir faire tout ce que nous avions prévu et tout ce que nous avions programmé de faire, qui était compatible avec nos finances jusqu'au mois d'octobre dernier. Voilà, chers collègues, le complément que je souhaitais faire pour lancer ce débat d'orientation budgétaire. Je vais donc maintenant prendre ceux qui s'inscrivent pour intervenir et leur passer successivement la parole. Qui demande la parole? Christophe Coquelet, Michael Ruiz. Hop là. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je commence le débat, puisque apparemment tout le monde attendait de lever la main et de s'inscrire. Déjà remercier effectivement les services pour ce travail de DOB, qui est forcément pas évident. Donc, alors, ce débat d'orientation budgétaire est un moment essentiel de notre vie démocratique locale. Il nous offre l'occasion de dresser un état des lieux, des finances de notre commune, d'être un véritable examen critique des choix politiques de la majorité, ainsi que de débattre des priorités stratégiques qui orientent l'avenir de notre commune. Je souhaite tout d'abord faire un petit rappel historique, et ça s'impose. Depuis 1981, la présidence de François Mitterrand a fortement accru la dette publique française. Aujourd'hui, celle-ci est devenue un problème majeur, comme vous l'avez dit, marqué par des décisions politiques parfois lourdes de conséquences. Dans ce contexte national que nous connaissons tous, comme vous l'avez rappelé, sans le vote du projet de loi de finances, débattre aujourd'hui sur une orientation budgétaire s'avère complexe. Ne faut-il pas attendre le prochain conseil municipal, début 2025, pour ce débat, ou alors, peut-être, avoir plus de conseils municipaux pour respecter justement ce cadre légal des 10 semaines? Forcément, cette future austérité, puisqu'on va s'attendre à ça, qui sera programmée, aura un impact sur notre ville et limitera la capacité d'action de notre collectivité. Nous bénéficions tous directement ou indirectement, collectivement ou individuellement, des aides et des services de l'État. Nous devons tous être responsables à chaque niveau et soutenir l'effort du redressement du pays en pensant aux futures générations. L'impact de cette austérité, comme nous avons pu le voir en commission des finances avec M. Doche, est de seulement 2% du budget de fonctionnement de notre ville. Donc somme qui sera ponctionnée par l'État et qu'on ne pourra pas mettre dans le budget d'investissement. Et il ne faut pas oublier aussi que l'année dernière, les recettes exceptionnelles de la ville. Les enjeux pour 2025 et sûrement 2026 devront être à l'équilibre budgétaire tout en maîtrisant l'endettement et en garantissant un niveau d'épargne suffisant. De plus, il est nécessaire de répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de services publics, d'infrastructures, de sécurité et de qualité de vie. Ces enjeux nous invitent à conjuguer rigueur, courage et ambition en tenant compte des impératifs à court terme et des investissements nécessaires pour préparer l'avenir de notre commune. Nous pouvons par ailleurs nous interroger sur la pertinence des orientations budgétaires prises par l'actuelle majorité municipale, des choix contestables sur ces dernières années, comme par exemple la transformation de la ville en Véloland, un PLU communal plutôt qu'intercommunal qui aurait permis une économie d'échelle, des investissements records annoncés chaque année plutôt qu'une prudence, puisqu'on ne découvre pas qu'aujourd'hui la situation de la France, et des projets qui sont de pâles copies d'aménagements lyonnais ou parisiens, dont les Burgiens et Burgiennes n'ont pas envie ni besoin. Bien que certains projets aient été nécessaires, leur priorisation et leur financement posent question. Les Burgiennes et les Burgiens sont en droit de s'interroger sur cette gestion locale. De plus, comme à chaque mandat, la fiscalité des Burgiennes et des Burgiens est mise sous pression, comme la hausse de la taxe foncière. Avec environ 39% de logements sociaux, à Bourg-en-Bresse, force est de constater que ce sont toujours les mêmes qui payent, et de ce fait, nous avons atteint un plafond des recettes fiscales.
Et ce sont ces choix politiques qui amènent ce constat et ces difficultés dans notre ville. Ces choix pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages et sur l'attractivité de notre commune. À l'opposé de cette gestion, je propose une approche plus responsable et cohérente. Premièrement, prioriser les projets réellement nécessaires. Nous devons nous concentrer sur nos investissements d'infrastructures essentielles, les écoles, la sécurité. Des grands projets comme par exemple le boulevard Charles de Gaulle ou le parc de la Madeleine peuvent être remis en question. Deuxièmement, optimiser les ressources sans alourdir la dette. Mieux mobiliser les subventions nationales et européennes pour financer les projets. Réaliser des audits internes réguliers pour identifier les économies possibles sur les dépenses de fonctionnement. Et surtout, moderniser les services de la ville. Troisièmement, transparence et concertation. Chaque projet doit faire l'objet d'une véritable consultation en commission et en public. Les habitants ne doivent pas seulement être informés, mais aussi associés aux décisions. Pour conclure, Monsieur le maire, j'en appelle à votre responsabilité pour prendre enfin des décisions courageuses et stratégiques pour notre ville, pour les Burgiens et les Burgiennes. Il est impératif de préserver la capacité d'action de notre commune face aux crises à venir. Je défends une autre vision de la gestion budgétaire, fondée sur la rigueur, la transparence et l'écoute des habitants. Je vous invite à réfléchir à ces propositions et à engager un dialogue constructif ensemble pour bâtir un budget 2025. Merci de votre attention. Merci Christophe Coquelet. La parole est à Michael Ruiz. Je vous remercie. Bonsoir, chers collègues. Oui, moi je voulais intervenir sur ce débat pour effectivement ce que vous avez dit, le projet de loi de finances 2025. Il a été censuré et du coup, en l'état, on a pris une hypothèse là-dessus. Mais je pense pas qu'il repasse en l'état sans subir une autre censure. Donc je pense que c'est le scénario catastrophe et je pense que c'est bien de le prévoir. J'ai noté que vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la taxe foncière en 2025 et 2026, ce qui est une très bonne chose. Et cela évitera le ruissellement que M. Doge disait qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire que d'habitude les taxes, c'est-à-dire l'État taxe les collectivités et c'est souvent les Burgiens qui en font les frais. Par exemple, la taxe d'ordures ménagères où on avait une amende de l'État et ce sont même l'agglomération qui a payé. Et dernièrement, la hausse de la taxe foncière. Donc c'est pour ça que je dis que pour ce budget, c'est une très bonne chose de s'engager là-dessus et d'essayer de trouver d'autres leviers. Après, j'ai noté certaines parties du budget, dont la poursuite des actions sociales dont je trouve que c'est une très bonne chose. En particulier, la nouveauté sur le territoire zéro non-recours. Qu'on a discuté en CCAS et parce que je trouve que c'est bien d'avoir fait un petit aparté là-dessus parce que je trouve qu'on parle beaucoup des fraudes on va dire aux aides sociales mais on ne parle pas du manque des personnes qui ne les réclament pas. Donc c'est quelque chose que je vous ai déjà interpellé en début de mandat sur la possibilité d'aller voir les habitants pour ceux qui ne bénéficient pas et je suis très content de cette mesure. Sur la sécurité, j'ai bien noté l'augmentation des caméras de surveillance qui se fera jusqu'en 2026. Alors là-dessus, j'ai une question. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer un petit peu ce déploiement? Parce que le poste de surveillance qui a été mis en place à la police municipale est une très bonne chose, quelque chose où j'allais dans votre sens. Mais je pense que ça a un coût, je suis d'accord avec vous. Mais c'est assez long à mettre en place. 2026, c'est la fin du mandat. Donc, vous parlez aussi dans le débat d'orientation budgétaire de la brigade trottinette qui va être renforcée. Je tiens quand même à souligner qu'il n'y a pas que les trottinettes. Les incivilités en ville continuent. Que je parle alors quelles qu'elles soient, papier par terre, crachats et autre chose qui dérange aussi beaucoup les Burgiens, autant que les trottinettes, et aussi l'insécurité routière. Donc, avec des nouveaux tracés, il y a des nouvelles habitudes à prendre, et je pense que certains ne les ont pas encore, surtout avec la nouvelle limitation. Sur l'arrêt des pistes cyclables, donc ça va, vous finissez la dernière à l'Échal, et effectivement, je salue aussi cette décision qui est de baisser l'investissement en tant que bon père de famille. Effectivement, quand on a un impact négatif sur nos recettes, il est bon de ne pas investir autant d'argent au lieu d'utiliser l'argent des Burgiens. Donc j'espère pour finir que le nouveau PLS sera mieux redistributeur, qui nous permettra de
d'investir mieux pour notre ville et peut-être, j'ai toujours l'espoir de baisser les taxes, les impôts locaux, mais je sais que c'était un peu une utopie. Dans tous les cas, je vous encourage à trouver, tout comme j'encourage l'État, à trouver d'autres leviers de recettes que toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire que c'est les habitants qui payent au final, et on est tous perdants. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Ruiz. La parole est maintenant à Vital Matra. Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le maire, dans le document préparatoire de ce débat, l'exécutif a exprimé son inquiétude face aux coupes budgétaires que le gouvernement Barnier envisageait pour réduire le déficit de notre pays. Pour notre collectivité, cela aurait représenté un manque à gagner de 3,5 millions d'euros. Les élus du Rassemblement national de l'Ain, en unissant courageusement leur voix avec celle des députés du NFP pour faire adopter la motion de censure, ont évité des diminutions drastiques de moyens pour notre ville, notamment la baisse de la FCTVA ou du fonds de réserve. Vous pouvez donc nous dire un grand merci. Nous avons ainsi corrigé une situation dans laquelle les élus de gauche se sont empêtrés en appelant à voter pour leurs adversaires de droite lors des dernières élections législatives. Malgré ce péril évité pour notre collectivité, l'impératif de réaliser des économies afin d'assurer la stabilité budgétaire de Bourg-en-Bresse reste d'actualité. Monsieur le maire, vous avez axé vos investissements et votre mandat en fonction de la transition écologique. Rénovation des écoles, construction de pistes cyclables, végétalisation, les projets sont nombreux, peut-être trop nombreux. Il est évidemment crucial de répondre à l'exigence de lutte contre le changement climatique, mais nous ne devons pas oublier le bon sens budgétaire et les autres problématiques auxquelles sont confrontés les Burgiens, telles que la lutte contre l'insécurité et l'attractivité de notre centre-ville. Les Burgiens s'interrogent. La circulation dans le centre-ville est souvent perturbée par des travaux alors que nous devons serrer la ceinture. Vous-même avez signalé que les dépenses d'investissement devaient ralentir. Ne faudrait-il pas, monsieur le maire, reporter certains projets, comme cela a déjà été fait l'année dernière, afin de garantir la stabilité économique de notre ville? Où allez-vous cibler les économies? Je vous remercie de m'avoir écouté. Et enfin, la parole est à Pierre Lurin. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'être un petit peu moins politique, on va dire. Même si, évidemment, toute expression l'est ici, et vous le savez. Je vais vous rejoindre, évidemment, sur le constat que vous faites, parce que nous partageons forcément tous, qui est que le contexte est historiquement compliqué, que l'État entend, une fois de plus, parce que ça n'est pas nouveau, ça a déjà été le cas avec d'autres majorités au niveau national, mettre à contribution l'ensemble des collectivités locales. Vous le savez, puisque sous le mandat de François Hollande, ça a été aussi le cas avec une DGF qui avait diminué au global, au niveau national, de plus de 7 milliards, 11 milliards et demi, contrairement aux engagements qui avaient été pris. Bref, donc vous voyez qu'effectivement, l'exercice n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, depuis 7-8 ans, l'État s'est endetté de 1 000 milliards d'euros de dette. Voilà. Ce qui n'était jamais arrivé dans cette proportion, qui a eu les années Covid, bien sûr, mais surtout, depuis, l'État a continué de dépenser et de s'endetter. Et qu'aujourd'hui, et vous l'avez très justement souligné, de manière tout à fait inconsidérée, on demande aux collectivités de contribuer à proportion qui n'est pas la leur de l'endettement des collectivités dans l'endettement général, puisque vous l'avez dit, c'est à peu près 8%, un peu plus de 8%, là où l'endettement de l'État, enfin, et de l'ensemble de ces satellites d'ailleurs, est à près de 83% de l'endettement global. Et donc, je partage aussi l'idée qu'il faille faire aussi et contribuer au moins à cette hauteur, évidemment, à l'effort national. Mais convenons tous ici que dans ce pays, la préférence collective, elle est pour la dépense. La réalité, c'est celle-là. Depuis des années, on continue de dépenser.
évidemment, au niveau national, on parle beaucoup des agences de l'État, mais quand il s'agissait de recaser les amis, on créait des agences. Tout ça coûtait très cher et on se retrouve aujourd'hui avec un État qui pèse lourd et qui demande de plus en plus d'efforts à ceux qui souffrent le plus en plus, et notamment les collectivités, qui, elles, sont des acteurs de proximité et qui continuent de fonctionner, qui, elles, votent des budgets à l'équilibre. Il faut ne pas l'oublier. Donc c'est en fait plus généralement le modèle de décentralisation qui est en question, où l'État, globalement, il s'immisce dans nos recettes, dans nos dépenses, et la libre administration des collectivités est de plus en plus interrogée. Donc évidemment, dans le contexte qui est celui de la censure, qui interroge légitimement évidemment sur le projet de loi de finances et ses conséquences, et on sait très bien que de toute façon il y aura un projet de loi de finances, et qu'on sait très bien aussi que les efforts qui doivent être portés, en tout cas qu'on nous a demandé de porter, pour les collectivités, notamment les 450 plus grosses collectivités, ces efforts seront maintenus, quel que soit le gouvernement, j'imagine, qui sera aux affaires dans quelques jours. Parce qu'il va falloir effectivement désendetter l'État et réduire le déficit public. Je dis aussi que le contexte politique, le contexte social, le contexte économique, et les chefs d'entreprise le voit, et je le vois moi-même, est très compliqué. Parce que ça fait un mois qu'on nous parle de censure, et ça fait qu'un mois que les gens s'interrogent, sont inquiets, consomment moins sans doute, investissent moins, et qu'à un moment où on avait un frémissement depuis cette année, notamment sur les droits de mutation, parce qu'il y avait une perspective de baisse des taux, on peut s'interroger sur cette perspective-là et que les recettes des collectivités, singulièrement sur les droits de mutation, risquent de ne pas augmenter comme on avait pu l'imaginer dans un contexte de baisse des taux. Et donc le sujet, c'est qu'effectivement, les efforts, il va falloir les faire sur nos dépenses de fonctionnement, sur l'investissement, et la proposition que vous faites lors de ce débat d'orientation budgétaire, qui finalement fait appel aux deux leviers, le fonctionnement et l'investissement, me paraît nécessaire et sans doute équilibré. L'inquiétude que j'ai, c'est que quand vous nous dites que vous faites un projet de budget à iso-budget, enfin, BP 2024, BP 2025 globalement en montant, je m'interroge sur la soutenabilité, clairement. Parce que même si l'inflation a diminué, on était à près de 5 en 2023, 2, 4 cette année, les coûts ont continué d'évoluer, et je ne vois pas comment, nécessairement, dans un contexte où l'État a continué de nous faire les poches, je ne vois pas comment on va pouvoir, en 2025, avoir des dépenses similaires en montant, en volume, à celles de 2024. Et c'est la première inquiétude dans les orientations que vous proposez. Sur l'investissement, vous faites effectivement l'effort nécessaire, qui est celui de diminuer le montant d'investissement, en tout cas sur les projets qui n'avaient pas été lancés. Là encore, je ne vois pas comment on pourrait faire l'économie de cette décision. Après, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit le lieu de rentrer dans le détail des orientations, en tout cas qui ne sont pas dans le débat, et chacun peut faire de la politique, mais ça n'est pas le sujet, et on en débattra sans doute au moment du vote du budget. Pour ce qui est effectivement des orientations que vous proposez, iso-budget, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ce sera insoutenable. Il faudrait que vous ayez déjà peut-être une idée du compte administratif anticipé pour voir effectivement ce qu'est l'atterrissage de l'exécution budgétaire 2024 pour voir si l'objectif que vous indiquez est soutenable. Je ne le crois pas. Et en tout cas, effectivement, on ne fera pas l'économie effectivement de la baisse sur les investissements pour les années qui viennent. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur les augmentations et la fiscalité, l'augmentation de fiscalité. Je me satisfais effectivement des orientations que vous prenez dans ce domaine pour les années qui viennent, parce que je trouverais tout à fait scandaleux qu'effectivement les contribuables bourgiens soient de nouveau mis à contribution alors que l'État n'est pas diligent. Je vous remercie.
J'indique simplement, et si vous souhaitez reprendre la parole sur ces points-là, évidemment, elle vous sera redonnée, que sont en discussion commune, comme à l'accoutumée, les questions qui sont derrière, de 4A jusqu'à 5, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. D'abord, réagir, Pierre Lerin, à votre dernière intervention, pour à la fois aller dans notre sens sur un point et préciser quelque chose sur le sujet de l'isobudget tel qu'il a été présenté par Thierry Doche. Moi, je crois qu'effectivement, on est dans une situation dans laquelle le cumul de décisions nationales, eh bien, quand on se prive d'autant de recettes, que la part des dépenses publiques dans le PIB n'a pas bougé depuis 7 ans. En revanche, la part des recettes publiques dans le PIB a baissé de 3 points. Voilà. Et on est passé globalement de 3 points de déficit à 6 points de déficit. Est-ce qu'il est possible de retrouver 60 milliards d'un coup comme cela de recettes? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible? Je ne le pense pas. Est-ce que c'est souhaitable? Certainement, mais pas comme ça. Et c'est d'ailleurs le sens aussi des débats qui existent au niveau national. Quoi qu'il en soit, nous, là, dans notre rôle, nous pouvons avoir comme citoyens nos opinions, nos souhaits, etc. Je les ai exprimés. Je pense qu'il faut retrouver de la recette, mais ça ne suffit pas, je dirais, à régler le problème. Et donc, nous devons faire avec. Vous faites, c'est le cas au département, nous faisons en sorte de nous préparer, selon la formule de Michael Ruiz, au scénario catastrophe. Vous avez dit scénario catastrophe. En tout cas, nous prenons la pire hypothèse. C'est-à-dire celle du projet de loi de finances. Et je crois que vos interventions, et je vous en remercie, ne contestent pas ce choix-là, parce que simplement, je crois que c'est le seul possible, en fait, qui consiste à intégrer cette contrainte. Sur le sujet de l'isobudget, juste une précision pour qu'on parle de la même chose. Ce qu'a dit Thierry Doche, mais je veux le repréciser ici, c'est isobudget sur hors énergie, qui devrait plutôt s'inscrire en baisse, et hors RH. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être en isobudget, là je vous rejoins, nous ne pouvons pas être en isobudget sur l'ensemble de la section de fonctionnement. Donc comme ça corrige quand même une grosse partie du budget de fonctionnement, je vous accorde que en revanche, ça veut dire que c'est la consigne qui a été donnée qui est de travail, c'est isobudget sur toutes les autres lignes. Alors elle représente environ 40% du budget, c'est pas 100%, mais nous ne serons pas, je vous le confirme, à l'isobudget fonctionnement, ça n'est juste pas possible. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire des mesures d'économie qui soient gérables, mais que ça n'est pas suffisant de le faire seulement sur le fonctionnement, parce que sinon, bien nous aurions une dégradation de l'endettement à terme qui serait beaucoup trop importante. Et nous aurons effectivement, et cette fois-ci ce sera vraiment, nous sommes dans des orientations générales, et nous, comme on devrait le faire tous les ans, mais en règle générale on a un peu plus de précision, nous listerons au cas par cas, pour le budget primitif, la nature des projets d'investissement qui sont décalés, reportés ou non engagés, et la nature des mesures en fonctionnement qui seront également prises. Ce qui est certain, c'est qu'en fonctionnement, je l'ajoute, nous ne pourrons pas compenser les retraits de l'État ou d'autres collectivités territoriales sur le budget de la ville. Voilà. Et ceci a été indiqué à nos partenaires. Ça ne sera pas possible. Un mot pour dire à Vital Matra que le bon sens budgétaire, c'est ce que nous proposons. C'est-à-dire d'avoir été élu à un moment donné sur un projet, de le réaliser avec volonté. Et je le dis aussi pour les interventions qui sont allées dans le sens du fait qu'on investissait peut-être trop. C'est quand même la première fois que j'entends dans le débat public, je ne donnerai pas le reproche, ben si, je vous le fais, mais de reprendre cette antienne qui, pour la première fois, est venue d'un responsable ministériel. D'habitude, que disent les ministres, que disent les premiers ministres aux collectivités territoriales? Investissez plus. C'est vous qui devez investir pour l'avenir du pays. 70% de l'investissement public civil, c'est les collectivités territoriales. La première ministre Elisabeth Borne nous disant la transition écologique, c'est vous. C'est vous les investissements, donc c'est vous qui devrez porter ça concrètement. Et donc l'ensemble des messages envoyés ont été jusqu'à ces dernières semaines sur l'idée plus on investit, mieux c'est.
et à condition de le faire de manière, je dirais, sur les bons sujets, eh bien, oui, bien sûr que c'est nécessaire. Il y a besoin d'investir pour l'avenir de la ville, de ses habitants, et notre contribution également à la transition énergétique, écologique, à l'échelle de ce que nous faisons et de ce que font les collectivités territoriales. Mais alors, le comble serait de venir reprocher le fait d'investir trop. Aujourd'hui, nous sommes contraints et forcés de lever le pied. Voilà. Mais sur le principe, nous pourrons avoir, et ça sera un vrai désaccord, si ça devient une ligne de césure sur le mode investissons moins parce que de toute façon ça n'est pas nécessaire, ça n'ira pas. Nous ne serons pas d'accord. Nous ne serons pas d'accord avec ça. Nous acceptons l'idée que nous sommes obligés de lever le pied et d'étaler sur un an de plus un certain nombre d'investissements parce qu'ils ne pourraient pas être financés dans des conditions qui ne fragiliseraient pas la situation financière de la ville en 2025 et pour certains probablement en 2026. J'ai noté les observations de Michael Ruiz, que remercie notamment de relever le territoire zéro non-recours dans lequel nous sommes engagés. Indiquer que si on peut faire un peu plus vite sur la vidéo, on le fera, mais on ne va pas ralentir. Mais néanmoins, l'idée d'accélérer sera peut-être un peu complexe dans le contexte actuel. Et puis de dire également que Christophe Coquelet, vous êtes revenu à François Mitterrand, donc au début des années 80. Alors il se trouve que comme je connais un peu l'évolution des comptes publics depuis cette période-là, parce que je l'ai regardé pour en débattre avec le Premier ministre il y a à peu près un mois, il y a 3 périodes où la dette a doublé en France. Vous les regarderez, vous irez récupérer les chiffres. Et vous mettrez ça en rapport avec les majorités politiques aux affaires. 93-95, doublement de la dette. 2008-2010, doublement de la dette. Et ce n'est pas un doublement, je vous l'accorde, mais Pierre Lebrun l'a dit. Depuis 2017 et surtout au cours des dernières années, augmentation de 50% d'une dette qui était déjà élevée. Je vous le dis très tranquillement, l'histoire montre sur la longue période que c'est la gauche qui remplit les caisses et que c'est à certains moments la droite qui les vide. Le deuxième élément, la participation à l'effort. Oui, vous le dites, il faut participer parce qu'effectivement, nous sommes tous bénéficiaires de certaines des actions de l'État. Et l'État, il n'y a pas deux mondes différents. L'État d'une part, les collectivités de l'autre, qui ne se parleraient pas, qui seraient totalement hermétiques l'un à l'autre. Nous sommes tous citoyens de la nation, contribuables de la nation, que nous soyons citoyens ou pas d'ailleurs, puisque les citoyens non votants payent aussi leurs impôts. Donc nous sommes concernés par ce qui se passe. Ça n'empêche pas d'avoir des débats sur la manière dont on devrait répartir l'effort, mais ça n'est pas le lieu de les avoir ici. En revanche, je veux juste vous dire que moi je ne souscris pas à ce que vous dites quand vous dites ce sont toujours les mêmes qui payent. Sous-entendu, la seule manière dont les Burgiens contribuent je dirais à leurs services publics locaux, c'est la taxe foncière, et donc les locataires n'y contribuent pas. D'abord, je rappelle qu'ils y contribuent dans la mesure où ce sont leurs loyers qui permettent à leurs bailleurs de payer la taxe foncière. Et que dans les logements sociaux, il y a certes une exonération de taxe foncière historique pour une partie d'entre eux, mais que pour le reste, ça n'est pas parce qu'on n'est pas locataire qu'on ne paie pas d'impôts. Les habitants des quartiers HLM, ils payent de la TVA. Et ce qui nous revient, comme tous les autres, et même proportionnellement à leurs revenus, proportionnellement plus que ceux qui ont la possibilité d'épargner. Parce que quand on paye, quand on a à la fin plus d'épargne, eh bien, tout a été quasiment assujetti à la TVA. Donc moi je ne laisserai pas, au motif que la fiscalité locale directe n'est effectivement aujourd'hui n'est supportée que par les propriétaires de leur logement ou de logements dont ils sont bailleurs, je ne laisserai pas l'idée de dire qu'il n'y a qu'une seule catégorie de Burgiens, de Français, qui aujourd'hui payent des impôts qui correspondent à l'action locale. Et donc je ne veux pas et je n'opposerai pas
les habitants les uns aux autres. Ce qui est vrai, c'est que le fait qu'il n'y ait plus que la taxe foncière fait que c'est le seul levier que nous avons. C'est pour ça que on l'utilise avec mesure. Je rappelle que l'évolution de cette année était la première depuis 2016 et que donc de 2016 à 2026, il y aura eu 9 ans avec 0 évolution des taux et 1 année pour maintenir les équilibres financiers. Et je vous indique simplement que quand je vois ce qui nous arrive en 2025, eh bien, je ne regrette pas d'avoir proposé et que l'Assemblée ait voté un budget avec une légère évolution des taux en 2024. La facilité, c'est toujours de dire 0. La réalité, c'est que quand on le fait trop longtemps, contre les évidences et contre les faits, on finit par se retrouver dans le mur. Enfin, je vais terminer par quelque chose qui vous... finalement, je vais vous rendre hommage. Effectivement, il faut conjuguer rigueur, ambition, et qu'avez-vous dit d'autre? Non, c'était... en tout cas, conjuguer rigueur et ambition, eh bien, après tout, c'est ce que nous allons faire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que nous allons effectivement conjuguer la maîtrise de la dépense. On peut l'appeler rigueur, parce qu'il y en a. Parce que quand on a cette ponction et que l'on a... avec l'ambition, eh bien, je crois qu'on va y arriver. Et je ne doute pas que lorsque nous aurons le débat budgétaire, vous pourrez reprendre votre formule, l'appliquer au budget et, qui sait, l'approuver. Au-delà de la boutade, je vous remercie de ces éléments. Et je me tourne vers vous si vous avez des réactions ou des sujets sur les autres points avant que nous ne prenions acte simplement de l'existence de ce débat d'orientation budgétaire. Christophe Coquelet. Oui, juste pour vous répondre, monsieur le maire, sur... Rigueur, courage et ambition, voilà. C'est ce que vous avez dit. Exactement. Bah, écoutez, il faut l'avoir. C'est notre budget, rigueur, courage et ambition. Ah bah, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. En tout cas, alors juste pour vous, enfin, ce qui me surprend, c'est que apparemment vous écoutez donc les premiers ministres de la majorité de Macron avec Elisabeth Borne et vous suivez leurs préconisations par rapport à investir plus. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis enfin on va dire quand vous nous dites à la phrase la gauche remplit les caisses et la droite les vide, bon je crois que la majorité du public a souri, donc bon ça veut dire ce que ça veut dire. Merci. Je vous renvoie sur ce sujet-là, mon cher collègue, à n'importe quel tableau d'évolution de la dette publique depuis 1980. Au-delà de la boutade, ça veut dire parce qu'il pouvait y avoir plein de raisons qui font que. Ce que je veux dire, c'est que les évidences ne sont pas forcément où on les attend. Pierre Lurin. Oui, monsieur le maire, alors c'est assez curieux, mais effectivement, j'ai moi-même, en préparant le débat d'orientation budgétaire de la collectivité départementale qui se tenait aujourd'hui, regardé l'évolution de la dette publique. Et donc j'ai le tableau. Voilà. Donc je voudrais vous dire quand même qu'à fin 1980, parce qu'on va essayer de prendre l'année précédente, voilà, on était pour l'administration publique centrale, alors je ne veux pas faire le détail entre l'État et les organismes d'administration centrale, mais vous considérez que tout cela se suit. Donc si on prend la dette de l'État fin 80, elle était on va simplifier, 60 milliards. On était à 165 fin 85, et donc au bout des 5 années où François Mitterrand était en majorité, on a multiplié la dette publique par 3. Bien, et comme vous nous parliez des années de droite sous Édouard Balladur, c'est ça. Voilà. Donc si je prends les éléments, parce qu'il faut que tout le monde ait les chiffres, parce que finalement ça met un peu à mal les chiffres que vous donnez. Fin 92, on était à 350 milliards et fin 94 à 475. Convenez que ça n'est pas multiplié par 2, comme vous l'avez indiqué, c'est bien moins que ça. Par contre, sous le mandat de François Mitterrand, on était bien multiplié par 3. Nous serons et ce sont donc des chiffres. Voilà. Nous serons donc dans un débat d'actualité budgétaire auquel nous a mené ma réponse. Monsieur le maire, quand on donne des éléments, il faut les donner.
C'est-à-dire que moi, je n'étais pas, vous l'avez remarqué, dans la polémique. Non, mais le slogan, dire la droite dépense, non. Bon. Les chiffres, ça n'est pas du tout ça, en tout cas sur les exemples que vous avez cités, entre 93 et 95, et sur ce que notre collègue a dit, entre 81 et 86. Très bien. Alors, je le redis, si vous regardez la période en allant jusqu'en 96 ou 97, vous y êtes, mais peu importe. L'objectif, ça n'est pas de se renvoyer la patate chaude du plan national de ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans. C'était de répondre à notre collègue Christophe Coquelet qui était revenu et qui sous-entendait dans son propos qu'en fait, c'était à chaque fois que tel ou tel parti était aux affaires, que la dette augmentait. Et je voulais simplement indiquer, parce que les tendances, les courbes sont quand même assez nettes, que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, quelles qu'en soient les raisons, il est nécessaire d'agir. Et personne ne le conteste. Simplement, nous, on est à l'autre bout de la chaîne et on prend, je dirais, la vague de manière extrêmement forte. Vital Matra, et puis nous clôturons ce débat. Voilà, oui, je vais clore un débat sur une note d'humour. Si on voulait faire un championnat entre droite et gauche, savoir qui a cramé la caisse, on n'est encore pas couché. Oui. Très bien. Eh bien, je prends acte de cela, sachant que nous aurons l'occasion, dans le débat, dans le budget, de revenir sur les mesures propres au budget de la ville qui vous seront présentées. Je vais d'abord maintenant vous demander si nous prenons acte. C'est un vote depuis quelques années, parce qu'il semble qu'il y ait j'ai demandé pourquoi, dans certaines collectivités, en fait, ils ne le faisaient pas, le débat. Donc, maintenant, on doit prendre acte par un vote que le débat a eu lieu. Donc évidemment, votre vote ne pourra pas valoir approbation du document, il vaut simplement validation du fait que nous avons eu le débat. Et donc, je vous demande, vous pouvez voter comme vous l'entendez, mais un vote positif ne serait pas un vote d'approbation. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions à la prise d'acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. La question 4B. Autorisation d'engagement de dépenses d'investissement avant le vote du budget, comme tous les ans. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Abstention? Une abstention. 4C, exercice 2025, règlement budgétaire financier, modification des durées d'amortissement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 4D, exercice 2025, affectation de subvention 24 pour verser les acomptes en début d'année avant le budget. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On n'a pas, je vous remercie. Question 4E, qui était la modification du périmètre d'intérêt communautaire des temps d'activité périscolaire à Malafrota, qui doit être pris parce qu'il y a une collecte. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. La 4F, convention d'utilisation de l'abattement de taxes foncières des propriétés bâties des bailleurs sociaux, quartier prioritaire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Enfin, la question numéro 5, décision modificative. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en aura pas, je vous remercie. La question numéro 6 porte sur des conventions à conclure entre la ville de Bourg-en-Bresse, la sauvegarde, la DSOA 01 et le département de l'Ain, concernant l'organisation, le fonctionnement et le financement de la prévention spécialisée, telle qu'elle existe aujourd'hui dans une répartition de cette compétence obligatoire du département avec une participation de la ville finançant la sauvegarde. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. La question numéro 7, c'est une prise d'acte de la présentation, de l'inscription de l'étude régionale sur la communication et collectivités territoriales qui est passée en conseil communautaire, de manière à ce que le conseil municipal en ait bien eu connaissance. Y a-t-il des demandes d'intervention? Nous prenons donc acte de la présentation de ce rapport. La question numéro 8, les questions numéro 8, A et B, sont rapportées par Thierry Doche. Oui, merci Monsieur le maire. Donc deux questions concernant, le personnel territorial. Tout d'abord, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement de la police municipale et nouvelle bonification indiciaire. Une délibération rendue obligatoire par un changement de texte sur le régime indemnitaire des polices municipales.
à partir du 1er janvier, cette modification indiciaire aura un coût pour la collectivité de à peu près 60 000 € en faveur des policiers municipaux. Le législateur a souhaité que l'accord des policiers municipaux soit reconnu de façon différente et en tout cas réévalué par ce qui était fait avant. Voilà. Je vais enchaîner par la deuxième délibération peut-être, qui est une délibération, elle, quelque part non obligatoire, puisqu'il était laissé le choix aux collectivités territoriales de la mise en œuvre d'un bonus d'attractivité pour le personnel des établissements petite enfance. La collectivité a choisi, et nous choisissons aujourd'hui, de vous présenter cette délibération qui permettra à chaque agent ayant droit à ce bonus d'activité, donc travaillant dans les établissements d'accueil petite enfance notamment, de bénéficier d'une revalorisation de 100 € net mensuels par agent, ce qui n'est pas rien au niveau de l'attractivité. La CAF prenant en charge 66% du montant global dépensé par la ville jusqu'en 2027. Voilà. Mais nous avons choisi bien sûr, d'aller dans ce sens. Une revalorisation donc de 125 € bruts pour les agents contractuels titulaires et de 117 € bruts pour les agents titulaires et stagiaires CNRACL. Voilà, je vous propose donc ces deux délibérations. Et je laisse monsieur le maire les soumettre au vote. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces deux mesures qui sont proposées? Oui, Christophe Coquelet. Oui, merci monsieur le maire. Juste, alors effectivement, ces deux délibérations vont dans le bon sens, hein, aussi bien pour la police municipale que pour le personnel de la petite enfance. Juste un point sur le personnel de la petite enfance. Donc cette délibération, en tout cas cet accord, exclut les assistantes maternelles. Hein. Alors effectivement, elles ont eu, leur statut a été revu en début d'année, mais je trouve injuste de les exclure de cet accord. Donc voilà, et je crois qu'il est aussi important de les valoriser et par rapport aux services qu'elles puissent procurer et aussi au recrutement de ces postes en termes de salaire. Voilà, et je pense qu'il faudra un accord avec tous. Merci. Merci. Alors, simplement sur le sujet, je rappelle que concernant les assistantes maternelles, il y a eu par ailleurs une mesure d'effet équivalent qui a été prise par la ville, applicable dès 2024. Et donc, nous avons inscrit ces mesures dans le cadre du protocole avec les organisations syndicales, en incluant l'évolution qui concerne bien effectivement les assistantes maternelles et pour un montant qui est équivalent à celui qu'elles auraient eu en application de la nouvelle mesure. Et d'ailleurs, dans la discussion avec la CAF, qui accompagne pour partie ces mesures, eh bien, la CAF a pris en compte la mesure que nous avons prise par la ville dans le calcul de son propre accompagnement. Ce qui signifie qu'elle considère que nous avons appliqué en fait la délibération, enfin je dirais le bonus qui est, enfin la majoration, j'aime pas le mot bonus, la majoration qui est rendue possible. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions qui vont continuer avec les organisations syndicales. Je voudrais simplement vous rassurer sur le fait que cette catégorie d'agents n'est pas exclue du bénéfice de mesures individuelles sur leur pouvoir d'achat, puisque la mesure que nous avons proposée en 2024 est d'un montant en euros par mois équivalent à ce que la mesure demandée aurait apporté. Voilà. Y a-t-il sur la question 8A des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Y a-t-il sur la question 8B des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Les modifications d'emploi vous ont été notifiées. Y a-t-il des demandes d'intervention? Y a-t-il des oppositions, des abstentions, non-participation au vote? 3 non-participations au vote. Enfin, avez-vous des observations à formuler sur la question numéro 9, qui sont les actes de gestion qui vous ont été remis? Il n'y en a pas. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec ce conseil municipal. Je rappelle que pour l'ensemble des membres du conseil municipal et de la presse sont conviés au traditionnel moment de convivialité de fin d'année. Alors, je crois que sur Coquelet, vous me demandez la parole. Alors, allez-y. Oui, juste une question, c'est est-ce qu'on pourrait avoir la date des vœux
de la mairie, s'il vous plaît. Oui, absolument. Donc, je vous rappelle que nous sommes tous conviés, si vous le souhaitez, les élus et les représentants de la presse pour ce temps habituel de convivialité de la fin d'année. Le prochain conseil municipal aura lieu, je regarde pour les vœux, mais le prochain conseil municipal aura lieu le 3 février et les vœux à la population sont prévus le 11 janvier au matin à la salle des fêtes comme à l'accoutumée. Pierre Lurin. Oui, monsieur le maire, le président d'Aiguerie vous a déjà sollicité à ce sujet, mais nous avons quasi systématiquement des sessions publiques du conseil départemental le jour des conseils municipaux, ou pour d'autres, notamment Marie-Jo Bardet désormais, le jour des conseils d'agglomération. Alors je comprends bien que les calendriers soient ce qu'ils sont. Néanmoins, est-il pas souhaitable qu'on fasse un effort de coordination? Nous avons dû quitter la session du conseil départemental, ce qui me gêne, parce que je n'aime pas être dans ces attitudes-là d'élu. Est-ce qu'il est au moins possible que ces jours-là, les séances du conseil municipal démarrent à 18h au lieu de 17h? Sur ce sujet-là, il y a une coordination qui est faite l'année précédente. Après, en décembre, ce n'est pas toujours possible parce qu'en fait, il n'y a que 3 lundis et qui sont utiles. Et en général, nous cherchons à le placer plutôt le jour de la conférence des maires, qui n'est pas une assemblée délibérante. En tout cas, il y a une coordination qui est effectuée. Elle est imparfaite. Je vous l'accorde. En tout cas, si c'est le cas, c'est purement fortuit, mais cela amène à ce type de télescopage. Entre les conseils communautaires et les conseils municipaux, nous allons essayer de retomber sur nos pieds pour limiter ce type de désagrément comme vous l'exprimez. Mes chers collègues, cette année s'achève et donc elle a été une nouvelle fois une année active pour chacun d'entre nous dans le cadre de l'ensemble de nos activités, mais aussi pour la ville dans nos différents mandats. Je voudrais vous en remercier. Je remercie la Direction générale des services, son directeur, les DGA, les agents de la ville de leur travail. Nous aurons l'occasion de leur exprimer lors des vœux aux agents et des vœux à la population. D'ici là, je vous souhaite, malgré le contexte, nous le voyons bien, un contexte perturbé avec des questionnements, des inquiétudes, des incertitudes et de vrais ferments, parfois d'inquiétude, je l'évoquais à l'instant, pour une partie de nos concitoyens. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de trouver dans ces périodes, si vous avez le loisir, et je vous le souhaite vraiment, la possibilité de souffler et de trouver, on va dire, des moyens de sortir, même temporairement, de ces préoccupations. Et nous nous retrouvons dès le début de l'année pour